Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Heureuse de vous retrouver ce soir dans la libre antenne. J'espère que vous avez passé une belle journée et de belles retrouvailles pour ceux qui étaient en famille. J'espère surtout pour les plus seuls d'entre vous que vous n'avez pas trop ressassé d'idées noires, que vous avez pu faire entrer un rayon de soleil dans votre cœur. Alors si tel n'est pas le cas, si ce soir vous avez besoin de partager, pourquoi pas de raconter votre journée, n'hésitez pas à nous appeler. Ici, nous sommes entre nous, dans la grande famille de la nuit, pour nous réchauffer à une parole, à un témoignage qui fait écho à notre propre histoire. Appelez-nous au 39 21. Vous serez accueillis au standard ce soir par Jeanne et Paul, avec toute leur bienveillance, sous l'œil attentif de Michael qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, commençant votre texto par le mot nuit, ou partagez avec nous en envoyant un mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels sur le 39 21. Europe 1, Sophie Peters. Et puis avant d'accueillir Inès à l'antenne, j'ai beaucoup de messages à partager avec vous, de très jolis messages que j'avais envie de vous lire ce soir pour partager un petit peu tout ce qu'on vit ensemble dans cette période de Noël. Alors tout d'abord, je voudrais vous lire le message d'Alice, qui est une fidèle auditrice de l'émission, qui a 15 ans et qui, en ce soir de Noël, voudrait avoir une immense pensée pour son grand-père qui est parti il y a 5 mois. Et Alice nous dit: Noël, cette jolie fête qui symbolise la naissance de Dieu, était si différente aujourd'hui. Nous avons ri, nous avons joué, ouvert des cadeaux, mais au fond, le manque était là. Je regardais la place vide de mon grand-père et je me disais que quelque part, il le fêtait avec nous, dans nos cœurs. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai tout de même acheté un cadeau et je suis allée le mettre sur sa tombe pour que lui aussi le fête de là-haut. En ce soir de Noël, je voudrais lui dire que je l'aime et que chaque seconde, je pense à lui. Joyeux Noël à tous et joyeux Noël à toi, papy. Et c'est donc signé d'Alice. Et puis, une pensée pour le trublion qui, donc, je me souvenais que vous aviez perdu votre chat Moumoun l'année dernière, et le trublion qui nous envoie tous son joyeux Noël et qui ce soir adresse toutes ses chaleureuses pensées à Poupik qui a perdu sa maman hier soir, au plus beau soir de l'année, nous dit le trublion. Donc, son Moumoun qui est au paradis depuis l'année dernière a dû certainement la rejoindre pour aller lui faire plein de câlins. Courage à elle et joyeux Noël à toute l'équipe de la libre antenne. Merci au trublion. Et puis Gabriel qui nous souhaite à tous un très joyeux Noël dans la chaleur des liens des uns et des autres. Gabriel qui nous dit: je suis seule pour Noël avec le chat Noé, mais je ne me sens pas isolée. Je n'ai plus de famille, donc Noël s'est dilué dans tous ces deuils encore douloureux. Mais cette année, j'ai fait quelque chose de cette solitude. Hier soir, je suis allée au cinéma seule, mais heureuse d'avoir la chance de me l'offrir et de profiter d'un bon film appelé Héritage de Yam Abbas. Héritage, quel hasard. Oui, quel hasard. L'année prochaine, si je suis encore seule, j'irai aider au secours populaire. Je fais quelque chose de ma solitude, j'avance beaucoup. Et grâce à cette émission, je me sens reliée à tout ce peuple de la nuit si fidèle. Alors merci Gabriel pour vos affectueuses pensées que vous partagez avec nous. Et puis c'est un bel exemple, une belle illustration que oui, la solitude, on peut effectivement en faire quelque chose de doux. Et puis encore un message, celui d'Hélène qui était avec nous hier soir à l'antenne, qui a eu le courage, je dis bien le courage de nous appeler parce qu'elle avait des idées très très noires hier soir, Hélène, et elle nous a appelé un petit peu avant minuit. Elle a posé un acte fort et ce soir elle nous dit: se regarder n'est pas chose simple et les révélations que l'on peut faire peuvent bouleverser une vie. Je suis ravie que votre émission existe et je pense qu'elle apporte beaucoup de choses, de réponses, voire de questionnements à beaucoup de vos auditeurs. Merci à Jeanne pour sa gentillesse et son regard. Jeanne qui est donc avec nous au standard. Je viens d'intégrer depuis une quinzaine de jours l'écoute de votre émission et c'est prendre soin de moi, je pense. C'est mon petit moment à moi. Très belle fête de fin d'année et de partage avec ceux que vous aimez. Merci Hélène pour votre joli message. Et oui, prenez bien soin de vous. Et si prendre soin de vous, c'est être avec nous ce soir, c'est un grand plaisir de vous accueillir avec nous. Et puis, merci également à chers auditeurs, à Jean-Louis, à Bombec, à Laurence, à Jessica et à Lily qui nous envoient tous leurs messages de Joyeux Noël. Joyeux Noël encore à vous tous. Inès, vous êtes là ? Oui, bonjour Oui. Sophie. Bonsoir Inès. Oui, bonsoir. Alors, je vous appelle
Je suis célibataire depuis 4 ans, dans le sens où je n'ai pas habité avec quelqu'un, je n'ai pas eu d'engagement, tout ça. Et en fait, depuis 2 ans, j'ai réalisé, il n'y a pas très longtemps, au moment où je réfléchissais sur ma vie, que les 3 hommes que j'ai rencontrés avaient des enfants. Mhm. Et j'ai une sœur jumelle qui a eu un bébé il y a 2 ans. Et en fait, les 3 hommes que j'ai rencontrés pendant ces 2 années avaient des enfants du même âge. Ah oui. Donc des enfants tout petits alors. Oui. Oui. Le dernier, c'était un enfant de 2 ans, et Ouais. enfin pas loin de 2 ans. Le premier, c'était vraiment un bébé. Ah oui, donc à chaque fois vous suiviez. Oui, Voilà, oui, d'accord. exactement. Alors, quand j'ai réalisé ça, ça m'a fait un choc, d'autant que j'étais jamais sortie avec des hommes qui étaient des papas avant. Ah oui. Mhm. Et donc là, vraiment, mon questionnement, c'est que j'avais pourtant l'impression que quand je rencontre quelqu'un, c'est l'envie, le désir, la volonté ou les hasards des rencontres. Et finalement, j'ai l'impression que je suis complètement emprisonnée par mon inconscient pour qu'il y ait des synchronicités pareilles depuis 2 ans. Alors, sans doute, oui, que votre inconscient rejoue quelque chose. C'est ce qu'on appelle des scénarios. Vous savez, Inès, quelquefois, on répète un scénario qu'on a rodé, sans doute, effectivement, inconscient, mais qui aujourd'hui, en tout cas, émerge à votre conscience, qui est déjà un grand pas. Oui, c'est ça. Je me suis dit qu'au moins, c'était bien de m'en rendre compte. Ouais. Ben oui. Oui, parce que ça signifie que vous faites un lien, vous voyez ? Vous faites un lien avec des choses que vous vivez, qui vous arrivent, et puis avec votre histoire. Vous voyez, vous faites un lien entre votre histoire personnelle et puis ce que vous faites après, vous, dans votre vie, dans vos choix, et comment vos choix résonnent, vous voyez, avec votre histoire. Ouais. Et donc, une fois qu'on a dit ça... Une fois qu'on a dit ça, c'est est-ce qu'il suffit vraiment de me dire il faudrait que je me mette en chasse d'un homme célibataire sans enfant? Est-ce que ça suffit? Mais quand vous dites en chasse, les hommes que vous avez... non, ce que je trouve intéressant, c'est un peu comme si vous voyez vous les avez rencontrés comme une rencontre, un hasard de la vie, ou c'était... Oui, donc c'était des hasards de la vie, voilà. Oui, d'accord. mais sauf que c'était des hasards. Alors on va dire qu'il n'y a pas de hasard, mais voilà. Oui, voilà, que c'est ça qui vous attirait chez eux, vous pensez? Non, sûrement pas. Sûrement pas. Un petit peu quand même. Oui, alors mon conscient n'a pas vu ça, en tout cas. Que franchement, je préfère 1000 fois rencontrer un homme qui n'a pas de bébé. Donc ça voudrait dire qu'ils m'ont attiré parce que ils étaient... que ça a créé un désir physique chez moi parce qu'ils étaient papa. Mais est-ce que, j'imagine que la première fois que vous les rencontrez, vous ne savez pas tout de suite si il a des enfants et quel âge ont ses enfants? Oui, ça c'est sûr. Bon, donc voilà, donc déjà, il ne faut pas non plus, vous voyez, fabriquer quelque chose qui n'est pas là. Après, l'histoire continue un peu. Et là, vous découvrez que il a un enfant qui correspond à l'âge d'eux. Bon, est-ce que ça signifie que, c'était des hommes mariés ou divorcés, séparés? Il y a eu une histoire brève avec un homme qui était pris. Et les autres, ils étaient séparés. Voilà, dans la tourmente d'une séparation avec un bébé, quoi. Et le fait que les histoires ne se poursuivent pas, c'est dû, votre prise de conscience vous a fait fuir l'histoire non, ou pas? Non, pas du tout, parce que c'est simplement il y a même pas 3 semaines que j'ai réalisé que. Oui, donc c'est pas lié. D'accord. Donc l'histoire c'est pas terminée pour cette raison-là.
Ah non, non, moi j'ai D'accord. jamais fui ces histoires, non. D'accord. Donc c'est Non, je un les ai autre plus. sujet. D'accord. Ouais. Oui, c'est pas pour cette raison-là. Parce qu'en même temps, voyez, vous pensez que vous qu'est-ce qui vous fait penser, voyez, que vous fabriquez quelque chose par rapport à votre sœur? Est-ce que le fait d'être sœur jumelle, vous pensez que vous recherchez qu'il y a un désir d'enfant finalement en vous à travers ces rencontres? Est-ce que c'est pas juste ça qui se dit de vous dans ces rencontres-là? Le fait que vous en preniez conscience, est-ce que c'est pas un désir d'enfant qui est là? Vous avez 29 ans, c'est ça, Inès? Oui, Oui. oui. C'est sûr que je commence à y penser. Je me dis, l'année prochaine, j'aurai 30 ans et ça sera bien que je rencontre Oui. un homme super avant mes 35 ans. Mm. Mais je suis certainement pas pressée, ni du tout jalouse de ma sœur qui a Oui. eu un enfant et pas moi. Ça, Mm. certainement pas. Après, peut-être que ça parle d'un désir d'enfant. Enfin, je vous dis pas non, non, non. Mhm. Parce qu'effectivement, je crois qu'il y a quelque chose à comprendre. Et puis, mais tout à l'heure, quand je disais me mettre en chasse, c'est que là, j'ai l'impression que c'est pas moi qui décide. C'est ça qui est perturbant. Oui, mais moi je voudrais comprendre qu'est-ce qui vous gêne dans le fait de rencontrer un homme qui a un enfant presque du même âge, voyez, que celui de votre sœur. Je voudrais qu'on creuse cette question-là. Dans cette Pourquoi? prise de conscience que vous venez de faire, qu'est-ce qui vous déstabilise en fait? Je me dis qu'il y a un lien avec le bébé de ma sœur. Mhm. C'est pas que ça me gêne, c'est qu'a priori, quand on est célibataire, on se dit vaut mieux un homme libre, Mhm. complètement libre, Mhm. qu'un homme qui aurait 50 ex-femmes et 10 enfants. Mhm. Après, il se trouve que ces trois histoires, je les ai vécues pleinement, sans m'angoisser du fait qu'ils aient un enfant. Mhm. Mais est-ce qu'il y aurait éventuellement une histoire, on va dire, d'autorisation pour vous? C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit, maintenant que on est jumelles, elle a eu un enfant, et moi, vous voyez, et moi, comment je me positionne par rapport à ça? C'est comme si vous deviez, c'est comme si, dans ce que vous vivez, vous vous inquiétez de vous demander comment vous devez vous positionner par rapport à sa vie à elle. Vous voyez, comme si le fait qu'elle soit mère et pas encore vous, et donc vous êtes jumelles, vous avez le même âge, vous interroge sur le fait de vous dire alors on est, pour une fois, on n'est pas jumelles finalement. Vous voyez, il n'y a pas là, dans la gémellité de vos vies, de vos trajectoires, elle est mère avant vous. Elle est dans une histoire, voilà, avec un homme, elle construit un couple. Et donc, il y a comme un décalage. Est-ce que c'est pas ce décalage que vous ressentez comme, qui vous interroge finalement? Mais je pense qu'on a eu des milliers de décalages Oui, dans notre vie, oui. parce que on n'a pas du tout les mêmes trajectoires, mais bon, peut-être. Hein. Je voulais dire que Oui. oui, que parce qu'on suit pas la même route, je m'interroge. C'est ça que vous Oui, voulez parce dire. que ce que je trouve intéressant là dans ce que vous dites, c'est le fait de, comme une inquiétude, vous voyez, vous fabriquez une inquiétude ou un raisonnement par rapport au fait que vous repériez que ces hommes-là ont effectivement un bébé à chaque fois, enfin un enfant, ça correspond à chaque fois à l'âge de celui de votre sœur, et comme s'il y avait un trajet que vous suivez, un trajet au Oui. travers de ça. Mais Ouais, pour mais autant, en voulant en disant, du coup, je vais essayer maintenant de rencontrer un homme qui a pas d'enfant, vous imposez quelque chose
vous voyez, c'est comme si vous essayiez de tordre une réalité en mettant tout d'un coup un critère important. Alors, certainement que, voilà, c'est sans doute plus simple de construire avec un homme qui n'a pas une autre vie avant, vous voyez, de faire ensemble quelque chose de nouveau à votre âge. Mais en même temps, là, vous imposez quelque chose. Vous allez vous imposer quelque chose. Oui, mais alors là, la question c'est, oui, j'aurais Oui. tendance, ma première pensée serait de m'imposer, de rencontrer quelqu'un qui soit célibataire. Oui. Mais si je ne fuis pas cette trajectoire, où est-ce qu'elle va mener? Ça veut dire que c'est plus mon inconscient que le hasard de la vie ou mon désir qui me ferait avoir des histoires. Et quoi? Et dans 2 ans, je suis avec un homme qui a un enfant qui a 4 ans, et puis... Oui, mais vous êtes en train de le... Où? Oui, mais alors, vous voyez, Inès, vous êtes en train de le fabriquer. Et vous avez dit, coup sur coup, mais alors, finalement, vous êtes en train de dire, bon, si je laisse mon inconscient à la manœuvre, alors il va me mener n'importe où. Mais... Là, ça me fait peur de voir que là, cette synchronicité entre les trois m'a un peu effrayée. Oui, alors c'est ça que je cherche à comprendre, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur. Parce que le désir, c'est quelque chose qui émane justement de notre inconscient. Hein. Dans le désir, on est dans l'inconscient quand on désire, hein, parce que c'est nos désirs qui nous poussent à agir. Et après, tout d'un coup, la conscience se fait au travers de l'acte qui se pose. Vous voyez. Et donc le cœur est lié au désir aussi. Ah ben dans l'amour, dans la rencontre amoureuse, il y a un mystère immense, il y a quelque chose qui nous échappe. C'est bien pour ça qu'on en a peur. C'est bien ce qui nous effraie. Là, tout m'échappe complètement dans la trajectoire qu'a pris ma vie amoureuse depuis 2 ans. Et donc, vous pensez que ça pourrait me mener où? Mais vous voyez, il y a Sergio qui envoie un message que j'ai envie de vous lire, parce que je trouve vraiment frappant au coin du bon sens. Il dit: ne vous posez pas tant de questions, prenez ce que la vie vous offre, ça se fera tout seul. Quand ce sera le bon bonhomme Non, mais parce que moi, je me suis dit, ouh là là, j'ai peut-être besoin d'un psy. Mais je pense que vous avez plus besoin d'un psy sur le questionnement que cela vous pose. Vous voyez, c'est pas tant ce qui vous est arrivé que le questionnement que ça ouvre en vous qui est intéressant. Et la peur que ça ouvre en vous. C'est ce que ça provoque en vous. Ouais. Vous voyez? C'est ça que je trouve intéressant à travailler. C'est pas le fait d'avoir rencontré des hommes qui avaient oui, il y a une synchronicité, mais peut-être que cette synchronicité aurait pu, vous voyez, une autre personne, une autre histoire, enfin, ne poser aucun questionnement, aucun problème. Chez vous, ça provoque en plus une crainte, une angoisse de l'avenir en plus. Une angoisse de... Parce que oui, mais on dit quand même souvent que bon, on choisit la personne avec qui on va faire sa vie. Oui. On choisit, si on veut se marier, on choisit son mari, on choisit le père de ses futurs enfants. Et là, je me dis, mais j'ai pas choisi d'être avec des pères. Eh ben peut-être que là, ça a été votre besoin. Vous voyez, peut-être qu'à un moment donné dans cette vie qu'a vécue votre sœur, que vous vivez peut-être, on va dire entre guillemets par procuration, vous avez eu de ce besoin-là. Si l'histoire, vous dites que l'histoire, c'est pas, à chaque fois ces 3 histoires ne se sont pas terminées à cause de ça, hein. C'était pas le sujet, d'accord. Donc c'était pas le bon bonhomme, pour reprendre les termes de Sergio. C'était pas le bon bonhomme à chaque fois. Ça s'est pas fait. Bon, c'était pas le bon. Donc, ce qui signifie que le cœur du sujet n'était pas qu'il est ou pas un enfant. On est d'accord là. Vous êtes d'accord avec ça? C'était pas le sujet. Bon, alors, ce qui signifie que à un moment donné, dans cette rencontre, hein, dans le mystère de la rencontre, là vous pouvez lâcher quelque chose. Après, quand vous prenez conscience de ça, après coup, vous dites: oh là là, mais c'est affreux, parce que si c'est ça que je dois jouer à chaque fois. Ce serait intéressant d'ailleurs que vous regardiez de près les ruptures, pourquoi elles ont eu lieu, si l'histoire de l'enfant a pas quand même provoqué quelque chose. Oui, du côté des hommes, oui. C'est-à-dire?
C'est-à-dire que le premier, ça a été bref, et c'était un homme qui n'était pas libre. C'était très, très court. Le dernier, il était beaucoup trop dans la culpabilité de cette rupture toute fraîche avec un tout petit. Oui. Voilà. Et celui qui a eu entre les deux, il n'y avait pas de place pour moi, en fait. Au bout du compte, il n'y a pas eu de place pour moi parce que au-delà de... dans sa vie, au-delà de cet enfant et de plein d'autres facteurs, au bout de quelques mois, ça a duré 6 mois, mais voilà, il est retourné à sa réalité, à sa vie, à ses problèmes, à ce bébé, et il n'y avait plus de place pour moi. Alors, vous voyez ce que disent là vos 3 histoires. Elles disent un peu autre chose. Elles sont en train de dire, finalement, un homme avec un bébé, ça me va pas parce que moi, j'ai pas de place. J'ai pas ma place, je trouve pas ma place. Pour X, Y raison, hein. Ou on me la fait pas. Oui, on me la fait pas. Enfin, je la trouve pas, on me la donne pas. Enfin voilà, il y a donc une histoire de place. Est-ce que le fait que votre sœur ait eu un enfant, ça re-questionne votre place par rapport à elle? Non. J'ai pas l'impression. Ouais. Ma place par rapport à elle? Non, on n'a pas... Ouais. Non, j'ai vraiment pas l'impression. Non, mais c'est juste une question. Mais vous voyez, Inès, ce qu'il y a, c'est que, en fait, sans trop fabriquer quelque chose avec ces histoires, ces 3 histoires, ce que ça dit, mon désir, c'est de construire avec un homme à parité, dans le sens, on est tous les deux neufs par rapport à un désir d'enfant. Et peut-être que... Et j'aurais eu besoin de 2 ans d'histoire avec des hommes pères, alors qu'avant j'en avais jamais rencontré, pour conscientiser ce désir-là, alors que je... Ah, alors c'est peut-être ça que vous avez découvert, Inès. C'est peut-être ça qui est nouveau là. C'est-à-dire que ces histoires-là vous ont amené au désir d'enfant. Ah, ça je sais pas. Ah, c'est ce que je comprenais de ce que vous disiez. Non, là, ce que je voulais dire, c'est que j'ai peut-être pas eu besoin j'ai pas l'impression d'avoir eu besoin de ces 2 ans de cette vie amoureuse-là, voilà, pour savoir que j'aime autant que l'homme de ma vie soit un homme complètement libre. Moi, je crois qu'Inès, il y a quelque chose à lâcher parce que vous avez comme si vous étiez enfermé, vous voyez, comme si vous aviez fabriqué avec ces 3 rencontres quelque chose qui empêche autre chose. J'entends quelque chose, vous voyez, parce que une peur, c'est quand vous avez peur parce que vous avez peur de pas maîtriser. On a peur quand on ne maîtrise plus la situation. Et vous avez le sentiment que votre vie vous a échappé à ce moment-là. Moi, mon sentiment, c'est que jusqu'à présent, ma vie amoureuse, je rencontre pas des hommes toutes les semaines. Je dois forcément être dans un potentiel amoureux ou de désir très fort pour qu'il se passe quelque chose, mais de désir physique, quoi. Et pour moi, ça n'avait rien à voir avec cette impression-là que j'ai eue, que j'étais pas guidée par mon désir physique ou un coup de cœur, mais par mon inconscient qui me fait rencontrer des hommes qui ont des bébés du même âge que... Oui, mais vous voyez, vous fabriquez du sens avec quelque chose qui arrive après la rencontre. Vous fabriquez a posteriori. Vous voyez, vous êtes en train de fabriquer un sens qui est sans doute pas là où il doit être. Alors là, malheureusement, on peut pas passer. Vous voyez, il faudrait continuer à creuser, Inès. Et effectivement, peut-être, vous en parliez tout à l'heure, aller voir un thérapeute pour essayer de creuser ça. Parce que moi, ce que j'entends, c'est que vous avez décidé de fabriquer un sens pour prendre une décision autre de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Donc pour vous, c'est pas problématique du tout. C'est pas que ce soit ce qui pose problème, c'est que ça vous en pose un. Vous voyez, Inès, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Oui. C'est pas en soi. Vous voyez, la question est pas de savoir si... C'est un peu comme si vous me disiez c'est normal, c'est pas normal. Il n'y a pas une histoire de normalité ou pas. Il y a une histoire que ce que vous vivez là
est en train de vous poser un problème et de vous questionner. Et il faudrait avancer plus à fond dans ce questionnement pour essayer d'en extraire tous les recoins, tout ce que ça signifie, parce qu'avec ce questionnement, on a l'impression que vous avez construit un très grand arbre avec plein de ramifications, et dans laquelle il y a une peur immense qui recouvre tout ça. Et derrière la peur, il y a quelque chose. Et il y a une envie de maîtrise, de changer le destin, de changer le cours des choses, comme si, attention, je maîtrise plus ma vie. Donc vous êtes dans une angoisse de ne plus maîtriser votre destin amoureux. Parce que vous avez fait du sens avec ça. Qu'il faille en faire ou pas, c'est pas à moi, vous voyez, de vous dire ce que vous devez faire ou pas. Moi, j'essaye simplement de vous remettre en face de votre question et de ce que vous vivez comme un problème. Et d'essayer de creuser ça. Vous voyez, et là, je pense que ça vaudrait vraiment le coup, Inès. Ah, il y a Sergio qui dit Inès, avec ce prénom, il faut que vos enfants, ils naissent. Oh, c'est joli, ça. C'est intéressant. Peut-être. Parce que il y a sûrement là en vous, vous voyez, quelque chose de très fort dans le désir d'enfant. Et puis un autre auditeur qui dit peut-être que c'est sa sœur qu'elle recherche à travers ces hommes. Oui, il y a sans doute un désir très fusionnel avec votre sœur. Il y a sans doute quelque chose qui se joue, beaucoup plus de la relation avec votre sœur que de la relation voyez, à travers ces hommes qui ont des enfants. Ça dit sans doute beaucoup de choses de votre relation avec votre sœur. Et ça, il faudrait un peu de temps pour le décortiquer. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir, vous voyez, passer la nuit à décortiquer ça, mais effectivement, ça vaudrait le coup que vous preniez ce temps-là, Inès. Bon courage à vous. Merci de nous avoir appelés. Bonsoir Inès. Bonsoir. Nous accueillons Blanche. Bonsoir Blanche. Oui, bonsoir. Bonsoir Sophie. Vous êtes Sophie, je pense? Oui, je suis Sophie. Voilà. Eh bien, je vous appelais parce que je suis désemparée dans la mesure où j'ai perdu mon mari il y aura 11 ans, au mois de janvier prochain, d'une maladie neurologique. Et je n'arrive pas, si vous voulez, à remonter la pente. Depuis 11 ans, Blanche? Ça fera 11 ans le mois de janvier. Oui. Et depuis 11 ans, le deuil se poursuit dans la même tristesse, le même désespoir, j'ai envie de dire, quand je vous entends. Tout à fait. Tout à fait. Et dans la mesure où, si vous voulez, c'était quelqu'un d'exceptionnel, apporté à bout de bras, quelqu'un qui respirait un coup pour lui, 9 coups pour moi. Et c'est d'autant plus difficile à vivre parce que j'ai vécu... Ma vie est passée comme un rêve et maintenant, je suis dans le désespoir. Vous aviez une relation très fusionnelle, très forte avec lui? Tout à fait. Oui. C'était, vous savez, un peu comme la légende de Philémon et Baucis, qui sont comme un arbre entouré. Ouais. Absolument. Ouais. Si vous voulez, nous n'avions qu'à nous regarder et on s'était tout dit. Ouais. Mais vous voyez, Blanche, en même temps, voilà, c'est une force extraordinaire. C'est, vous êtes forte aussi de cette belle histoire-là. Oui, mais si vous voulez, quand je pense à ma vie, je me demande parfois si je l'ai vécu, si j'ai rêvé. Tellement c'était formidable. Absolument. Oui. Ben non, vous l'avez pas rêvé, vous l'avez bien vécu. Oui, mais alors voilà, maintenant, si vous voulez, tout ce qui m'entoure, les objets, tout est à la fois une caresse et une déchirure. Oui. Oui, mais... Blanche, peut-être que vous pouvez, vous voyez, de toute cette tristesse, de tout ce regret, à un moment donné, voilà, le regarder autrement, parce que vous êtes aussi pleine de tous ces beaux moments, de tout ce grand amour, de toute cette vie. Vous voyez, vous êtes riche de ça. Oui, riche. Oui, parce que ça n'est pas parti. Vous voyez, vous avez perdu... Non, mais si vous voulez, c'est le présent que je vis qui est douloureux. Oui, j'entends bien, mais votre vécu vous a nourri et il est encore là dans votre présent. Et mais il est je dis, évidemment, il est tellement présent que ça me fait très mal. Oui, parce que vous êtes dans le regret. Vous regardez ce présent comme un regret, comme un passé. Le passé, de toute façon, ne peut pas vivre sans présent. Le présent n'a un sens que quand on a un passé. Pas forcément, c'est-à-dire que là, le présent, vous pourriez... en fait, vous êtes plutôt en train de me dire que vous ne voyez pas le présent parce que quand vous regardez le présent, vous ne voyez que le passé. Absolument, je ne vis pas dans le passé. Oui. Je vis dans le passé.
C'est pas possible, Blanche, c'est trop douloureux de vivre dans le passé. C'est très dur à vivre. Mais oui. C'est très dur à vivre. Parce que, vous voyez, Blanche, on pourrait imaginer que vous pourriez caresser du regard ces objets, ce lieu, cet endroit et ressentir justement sa présence dans le présent. Non, mais si vous voulez, nous avons quitté quelques semaines avant son départ. Là où nous habitions, nous avons quitté le lieu où nous étions. Et je me trouve dans une maison, si vous voulez, où il a dormi 2 ou 3 nuits avant de partir. Et là, ici, je n'ai pas, si vous voulez, j'ai plus de repères, je n'ai pas de repères. Ah oui. Je n'ai pas de repères à part les meubles, les objets. Et si c'était ça, Blanche, qui est aussi très dur d'avoir quitté votre nid, le nid que vous partagez ensemble? Ah non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas, je verrais partout. Non, je verrais partout avec vous savez, une maladie neurologique, c'est très dur. Ouais. D'autant mais voyez, Blanche, c'est une même maladie neurologique, ma grand-mère. Je n'ai vécu que dans les maladies neurologiques pratiquement depuis des décennies. Mais par rapport à ce que vous nous racontez de votre vie, c'est presque étonnant qu'11 ans après, vous soyez toujours, vous voyez, dans cette perte et cette tristesse que vous, un peu comme si vous n'aviez pas voulu quitter cette tristesse. Vous la souhaitez. Non, mais je ne tiens pas à la quitter. Voilà, oui. Non, je ne veux pas la quitter. Et pourquoi, Blanche? Parce que pour moi, elle est indispensable. Ah, parce que parce que c'était toute ma vie. Oui, mais Blanche, c'est pas la tristesse qui était toute votre vie. Non, bien sûr, voyez, mais je veux dire que, si vous voulez... À quoi elle sert, cette tristesse? Elle sert à maintenir votre passé? Oui, mais j'ai besoin du passé pour vivre mon présent. Oui, mais Blanche, il est en vous, vous voyez. Là, c'est comme si vous reteniez, pour faire vivre votre passé, vous avez décidé de rester dans la tristesse de la perte en vous disant que plus vous resterez dans cette tristesse, plus ce passé sera présent. Mais non, le passé peut être présent bien d'une autre façon. Vous n'avez... Oui, mais si vous voulez, étant donné que je suis dans une grande ville maintenant, où je ne connais quasiment, très peu de personnes, je me sens d'autant plus malheureuse parce que les matinées, les journées, les soirées sont d'une longueur pas possible. Oui, parce que vous restez derrière. Parce que vous c'est comme si vous voyez, bien sûr quelque chose est mort avec lui. Vous êtes dans la perte et bien sûr quelque chose de votre vie est parti avec lui. Et tout un morceau de votre histoire, de vous, de ce vécu, de cette beauté. Mais à un moment donné, Blanche, c'est comme si par votre tristesse, vous voulez encore tout le temps retenir ça. Voyez, elle vous sert à quelque chose, votre tristesse. Vous la gardez comme un manteau que vous voudriez pas quitter. Non, je ne peux pas. Ouais. Je ne peux pas. Parce que j'ai le sentiment que si vous le quittez, c'est comme si... C'est comme si je l'abandonnais définitivement. Mais voilà. Non. Vous comprenez, c'est un peu comme oui. Voilà, je ne tiens pas à faire cela. Mais vous l'abandonnez pas, Blanche, au contraire. Vous le rendez d'autant plus beau et vivant que par votre apaisement, vous pourriez et vous partager, voyez, autre chose avec des êtres. Vous êtes encore là sur cette terre. Vous savez, quand on a des angoisses paroxystiques, liées justement au chagrin, et à d'autres choses dans ma vie qui ne sont pas très agréables, en l'occurrence sur le plan familial, je me sens tellement seule et abandonnée. C'est un abandon pas possible. Parfois, je me dis, mais il vaut mieux mourir. Je ne me suiciderai pas. La question n'est pas là. Mais je veux dire, je pense que celui qui part est beaucoup plus heureux que celui qui reste. Dans la mesure où quand on est... Bon, il est certain que ça n'est pas vrai pour tout le monde. Tout le monde n'a pas eu la chance de traverser une vie avec quelqu'un d'aussi merveilleux. Ça, j'en suis consciente. Mais oui, il y a Sergio qui vous dit « Ne pleure pas celui que tu as perdu, réjouis-toi de l'avoir connu. Peu de gens vivent ce grand amour. » Oui, c'est vrai. Ben oui, Blanche. Vous savez, Blanche, moi j'ai le sentiment que vous avez presque un conflit de loyauté envers lui. Vous avez fabriqué quelque chose en disant si jamais je suis heureuse, alors c'est qu'il ne me manque pas. Non, vous voyez ? Je voudrais être heureuse. Oui. Mais j'aurais besoin, si vous voulez, d'être accompagnée par des amis, des personnes que je pourrais rencontrer, être un peu plus joyeuse. Oui. Mais là, quand on arrive dans une ville où personne quasiment ne vous connaît, ou très peu de personnes,
Vous savez, il faut faire le premier pas, oui. Il faut créer du lien. Les premiers pas. Oui. Et on est souvent très déçus. On est déçus parce qu'on attend trop. Parce que là, vous êtes dans un état où vous attendez. Non. Ça n'est pas parce qu'on attend trop, mais on trouve... Vous savez, nous vivons actuellement dans une période où tout le monde a des soucis, a des problèmes. Et si je ne le fais pas, parce que j'ai réalisé il y a très longtemps, bien même avant le décès de mon époux, que lorsqu'on parle de son chagrin, les gens vous fuient. Oui, c'est vrai que les gens vous fuient, mais parce que c'est sûr que si vous venez avec... c'est un peu comme si vous arriviez chez les gens avec des valises énormes et que vous déballez tout. Mais oui, parce qu'à un moment donné... c'est à nous, c'est à vous. Alors, ils peuvent partager plein de choses avec vous, mais ils ont envie ils peuvent pas porter vos valises à votre place. Vous voyez, Blanche. Je ne demande pas, parce qu'on partage des choses que j'ai vécues et qui n'intéressent, que des personnes que je pourrais éventuellement rencontrer n'ont pas vécues, parce que chacun a sa propre histoire. Mais c'est dur cette solitude, ces journées. Oui, mais vous voyez, les auditeurs, réagissent de la même façon. Ils disent que votre histoire est émouvante et Feuille d'érable qui dit, moi qui n'ai pas connu de vie à deux semblable, comme j'aurais aimé vivre ce genre de communion. Et First Lisa qui vous dit que votre mari aurait sûrement voulu la voir heureuse après lui. Ouais, sans doute. Vous avez pensé à ça, Blanche? Je n'ai pas compris, excusez-moi. Oui, First Lisa vous dit que votre mari aurait sûrement aimé vous voir heureuse après lui. Oui, c'est certain. D'autant que c'est quelqu'un d'extraordinairement, comment dirais-je, il a toujours été, comment dit-on, comment pourrais-je dire, quelqu'un de certain, de serein. De serein, absolument très équilibré sur le plan psychologique. Et c'est lui qui vous apportait votre équilibre un peu, Blanche, c'est ça? Ah, je pense que c'est lui qui m'a donné une identité. Oui. C'est lui mais sans doute que maintenant vous êtes grande, peut-être que vous êtes encore une fois très riche de cette relation. Il y a Nadège qui dit pour avancer il faut larguer les amarres. Alors les flots angoissent et ramer est parfois dur, mais un jour ça se calme et l'on découvre d'autres horizons, sans oublier là d'où on vient. Voyez-vous, c'est très joli ce que vous venez de dire, mais ça ne me concerne pas. Ah, parce que Parce que Blanche, vous voulez pas. Vous avez le sentiment que si vous êtes bien, vous allez le quitter. C'est parce que votre tristesse vous permet de ne pas quitter votre mari. C'est pour ça que vous la gardez. Oui, je n'ai pas l'intention de le quitter. Mais oui, Blanche. Mais là, vous voyez, tant que vous êtes là-dedans, tant que vous avez fabriqué une croyance autour de ça, qui est une croyance très profonde, qui est si je suis bien, alors c'est que je le quitte. C'est qu'il est plus là. Donc vous avez besoin de rester dans cette tristesse. C'est-à-dire que, voyez-vous, hier j'étais chez des amis, j'étais bien parce que j'entendais du bruit, j'entendais du monde, j'entendais parler. Il y avait, comment dirais-je, ce silence n'était plus présent, alors que je ne pouvais pas partager avec eux les sentiments qui n'appartiennent qu'à moi et mon mari, à savoir notre vécu. Je ne veux pas ennuyer les personnes avec ma vie, mais je ne sais plus où j'en étais. Oui, vous êtes un peu perdu parce qu'un peu enfermé dans votre deuil que vous ne voulez pas quitter. Ce n'est pas que je ne veuille pas. Dans un sens, vous avez le sentiment que vous pouvez pas. Mais vous êtes beaucoup plus puissante que vous imaginez. Il y a Hélène qui... je pense que je suis très puissante. Parce que, je m'excuse, j'ai l'impression, je ne veux pas jouer des personnes indispensables, mais j'ai quand même fait, comment dirais-je, j'ai quand même 3 personnes, ma mère, ma tante, mon mari et même ma grand-mère, qui sont morts dans mes bras, dans mes bras. Mais il est certain qu'une mère, on n'en a qu'une, et Dieu sait si j'aimais ma mère. Mais avec mon mari, on a partagé quand même 49 ans de mariage, 49 ans de vie à deux, et ce silence. Oui, il vous manque et il vous manquera toujours, Blanche. Mais Hélène qui dit, vous savez, Blanche, il faut laisser partir les êtres que l'on a aimés. Ne les retenez pas, il veillera toujours sur vous. Non, de plus, je suis croyante, mais si vous voulez, en ce moment, même de ce côté-là, je suis dans le tunnel. Enfin bref, ça c'est normal. Oui. Ça fait partie des choses normales de la vie.
Blanche, ce serait bien que vous alliez peut-être parler à quelqu'un. Qu'est-ce que vous en pensez, un thérapeute, que vous restiez pas seul. Je l'ai fait. Oui, et ça vous a pas aidé? Non, parce que quand on m'a demandé quelle était ma plus grande frayeur, j'ai des angoisses évidemment, mais ça lié à la solitude. Mais quand j'ai parlé que ma grande frayeur c'était le néant, on m'a dit mais évidemment le néant existe. Dieu, si... Alors je vais reprendre la phrase de, je sais plus qui c'est qui a dit, est-ce que nous ne respirerons pas le parfum d'un vase vide? Oui, et enfin, j'ai envie de vous dire oui et... Ah ben, j'avais son nom tout à l'heure et voilà qu'il m'échappe. Vous savez, Blanche, je vous souhaite de prendre un peu soin de vous, d'être un peu relié à vous, parce que là vous perdez, vous voyez, vous vous perdez dans votre passé. C'est comme un grand labyrinthe. Absolument. Puis alors, si vous voulez, j'ai peur de tout. Bah oui, c'est ce que j'entends. Je ne me sens que dans mon enclos. J'ai qu'une hâte de rentrer chez moi. Oui. La foule me fait peur. Oui. Il y a Isabelle qui dit vous devriez, vous voyez, sortir dans des associations, des clubs de loisirs. J'ai essayé 2 associations, c'est affreux. Même la présidente m'a dit, je vous comprends. Mais vous savez, Blanche, j'aimerais vraiment que vous réfléchissiez un peu à ce que je vous dis ce soir. C'est que il y a quelque chose de votre choix là. Vous êtes dans votre choix. Vous êtes face à votre choix. Vous pouvez choisir de rester indéfiniment et dans ce deuil, et puis vous pouvez choisir d'aller un peu vers l'avant. Mais là, c'est vous qui allez faire, qui décidez. Pour l'instant, vous avez décidé de pas le quitter. Aller de l'avant, c'est-à-dire essayer de rencontrer les personnes. Non, pas forcément. Aller de l'avant, c'est changer votre regard sur la vie, sur la façon dont vous la vivez. C'est ces objets que vous voyez, c'est faire quelque chose de la jolie histoire que vous avez vécue. Mais déjà pour ça. Les objets, comme je vous disais, je vous l'ai dit tout à l'heure, surtout à la fois une caresse et une déchirure, parce que tout me parle, tout est souvenir. Bah oui, mais vous voulez rester dedans, Blanche. Donc, encore une fois, voilà, réfléchissez bien à cette tristesse que vous gardez comme un manteau. Quand vous aurez moins froid, peut-être que vous pourrez quitter un petit peu votre manteau. En tout cas, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Je vous remercie de tout mon cœur. Et prenez bien soin de vous. Au revoir, Blanche. Gentil. Au revoir. Merci. Sophie Peeters sur Europe 1. La fille du Père Noël, Jacques Dutronc. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Alors Hélène, vous vouliez nous parler de votre fille, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que c'est un enfer hebdomadaire, quotidien. Ma fille a 27 ans. Oui. Et elle n'a pour l'instant pas eu d'histoire avec un jeune homme. Elle a une toute petite histoire qui a duré très peu de temps, avec quelqu'un qui était beaucoup plus âgé qu'elle. Et c'est tout. Par ailleurs, elle se trouve, alors qu'elle est... À quel âge elle a une petite histoire, vous dites? Oh, il y a 4 ans. Oui, d'accord. Voilà. Et ça a vraiment duré très peu de temps. Et par ailleurs, donc, elle se déprécie énormément. Elle se trouve inintéressante, alors qu'elle l'est. Elle se trouve laide, alors qu'elle n'est pas absolument pas laide. Et en plus, son frère a une compagne qui est une fille très, très fine, très jolie. Et chaque fois que ma fille la rencontre, comme aujourd'hui, eh bien, c'est un crève-cœur pour elle. Elle fait un complexe, oui. Elle fait un complexe série, mais elle en est malade. À tel point que ça fait déjà quelques mois qu'il ne se passe pratiquement pas une semaine sans qu'elle me dise qu'elle veut mettre fin à ses jours. Oula. Et qu'elle a les moyens de le faire, de toute façon. Elle est médecin, c'est ça, en plus? Oui, hein? oui. Qu'elle a les moyens de le faire. Et elle exerce? Elle est interne. Elle finit son internat, oui. Oui, donc c'est une jeune femme brillante. Oui. Mais elle a des idées, des pensées suicidaires.
Elle consulte quelqu'un, elle voit, enfin. Elle a déjà consulté, oui, sans que ça donne quelque chose de positif. Alors. Elle est en danger, votre fille, Hélène. Oui, elle est en danger. Ouais. Je pense qu'elle est en danger. Ouais. Mais le problème, c'est que moi, je la suis dans son cheminement de pensée quand elle me dit que de toute façon, elle sait très bien que un jour ou l'autre, elle mettra fin à ses jours et qu'elle a tout ce qu'il faut pour le faire. Non, mais il se joue quelque chose entre vous, là, Hélène. Oui, surtout qu'elle vous le dit, vous voyez. Donc, un peu comme une menace, comme une épée de Damoclès. Qu'est-ce qu'elle est en train de vous dire, finalement? Elle dit autre chose, vous voyez? Je pense parce que moi, quand elle me dit ça, je lui dis, mais pense à moi, apporte-moi aussi quelque chose à moi. Et donc... oui, mais elle est en train de vous dire la même chose. Vous voyez, vous lui répondez exactement au miroir, là. Elle, quand elle fait ça, elle vous demande d'être avec elle et vous dites pense à moi, mais elle n'est pas là-dedans. Vous voyez, vous lui demandez quelque chose qu'elle peut pas donner parce qu'elle attend que vous lui donniez quelque chose. Oui, mais qu'est-ce que je peux lui donner? Une liberté, une forme de liberté par rapport à moi? Parce que vous savez, on est très, très, très fusionnel depuis qu'elle est toute petite. Oui. On est très, très, très... Mais c'est de la fusion. De quelle façon? Quand vous dites... décrivez-moi quand vous dites on est très fusionnel. En fait, quand elle est née, j'ai commencé à sa naissance à être très angoissée. Parce que ma grand-mère a perdu une petite fille à l'âge de 2 ans. Et donc, quand j'ai eu ma fille, j'ai commencé à m'angoisser, qu'il m'arrive la même chose. Parce que ma mère m'a répété tout au long de sa vie que je ressemblais terriblement, que j'étais le portrait de ma grand-mère. Donc, je ne sais pas comment ma petite fille a perçu ça, mais elle a fait très tôt des spasmes du sanglot. Ah oui. Et donc, j'ai cru maintes fois que j'allais la perdre et que j'allais avoir le même destin que ma grand-mère. Et puis, bon, ces spasmes se sont arrêtés quand elle a eu 3 ans à peu près. Oui. Mais en fait... Je ne me suis pas débarrassée de ma peur parce que en parallèle j'ai une cousine à qui son père a donné le même prénom que cette petite fille qui était décédée. Oui. Et ma cousine est décédée aussi à une 30aine d'années. Oh là là. Donc je me suis dit c'est pas terminé. Et je pense et vous que... avez angoissé encore plus. Ouais. Est-ce que votre fille, du coup, elle est au courant de toute cette histoire que vous me racontez? Oui, elle est au courant. Oui. Et qu'est-ce qu'elle en dit? Elle est au courant depuis quand, déjà? Il y a longtemps. Enfin, je pense que je l'ai mise au courant quand j'ai perdu ma cousine. C'est-à-dire, ça doit faire, depuis qu'elle était ado. Je pense que je lui ai dit à peu près à cette époque. Je ne sais plus. Parce qu'en vous écoutant, la question qui se pose, c'est de savoir si en fait votre fille essaye pas de vous donner raison dans votre angoisse de mort. Et donc elle active ça comme un levier. Vous voyez, on a le sentiment que c'est pas une menace, c'est qu'en fait c'est comme si il y avait un destin familial qu'elle se dit qu'elle doit activer pour correspondre. Il faudrait, Hélène, c'est pas votre fille qui doit aller voir un thérapeute, c'est ensemble que vous devez y aller. Oui, et vous devriez faire un travail en systémique toutes les deux, en thérapie familiale systémique. Oui, mais j'ai déjà essayé très peu de temps, 2 fois. Et en quoi 2 fois? Ça veut dire que vous avez fait 2 séances? Oui, c'est ça. Oui, oui, non, mais c'est pas ça. Mais parce qu'elle n'a pas voulu continuer. Avec vous? Non, c'est qu'elle a dit que ça ne servait à rien, finalement. Peut-être qu'on n'avait pas choisi la bonne personne, je ne sais pas, mais... Je ne sais pas où vous habitez. Vous êtes sur la région parisienne? Oui, on est sur la région parisienne. Parce que chercher un thérapeute en thérapie familiale, en systémique, parce que c'est très puissant. La systémique, c'est l'idée, si vous voulez, qu'une relation est considérée comme un système et en faire bouger un élément permet de faire bouger l'autre. Et là, vous êtes accrochés l'une à l'autre. Ah oui, et en plus, il y a une histoire
familial un peu transgénérationnel qui se joue chez vous. Donc c'est quelque chose à travailler ensemble et que vous ne pouvez ni résoudre toute seule, ni que votre fille va pouvoir vraiment résoudre seule. Et en plus de ça, à vouloir prendre sur vous la douleur ou le problème de votre fille, alors que vous faites partie de son problème. Oui, mais c'est ça qui, voilà, ça va pas être possible parce qu'en fait, et vous le dites très bien, vous voyez les deux angoisses sont liées, tout est lié. Donc ça me paraît vraiment important, Hélène, regardez sur Internet, cherchez un thérapeute en systémique, accrochez-vous, allez-y avec elle est médecin. Je crois que vous pouvez lui faire entendre raison là-dessus, sur le soin. Et là, il y a quelque chose vraiment à travailler très profondément. Mais vraiment. J'en suis persuadée, parce que c'est très mortifère, en fait. J'ai l'impression que ça devient mortifère, notre relation. Oui. Bon courage, Hélène. Et allez voir un thérapeute ensemble. Bon courage à vous, merci. Il est minuit, vous écoutez Europe 1 et tout de suite, le journal vous est présenté par Anne-Julie Martin. Bonsoir Anne-Julie. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. C'est désormais officiel en Égypte, le oui l'emporte pour le projet de constitution. Les chiffres de la commission électorale sont tombés dans la soirée, 64% des voix en faveur du texte. Mais pour le président Mohamed Morsi, ce n'est qu'une victoire en demi-teinte, Didier François. On est loin d'une victoire éclatante pour les islamistes. Un petit tiers des électeurs seulement s'est déplacé aux urnes. Moins de 2 ans après la chute d'Hosni Moubarak, à peine 6 mois après l'élection triomphale du candidat des Frères musulmans à la présidence. Cela en dit assez long sur le degré de désillusion des Égyptiens. Il est vrai que depuis le début des manifestations sur la place Tahrir, les touristes ont fui le pays. Or, ils en étaient la première source de revenus. L'Égypte s'enfonce donc dans un profond marasme économique avec une croissance 2 fois plus faible qu'elle était à la veille du printemps arabe, ce qui explique le très fort taux d'abstention dans l'électorat populaire qui, traditionnellement, vote en masse pour les frères musulmans. Alors, est-ce que les islamistes n'en ont finalement pas grand-chose à faire? Parce qu'il fallait absolument qu'ils gagnent ce référendum, même avec une très petite marge, pour pouvoir organiser dans la foulée, d'ici 2 mois, des élections législatives et achever ainsi leur mainmise absolue sur les institutions égyptiennes. Une situation inquiétante pour l'opposition laïque qui dénonce le passage d'une dictature militaire brutale à une hégémonie religieuse rampante. Et après les violences provoquées par ce scrutin très contesté, les États-Unis appellent Mohamed Morsi à mettre fin aux divisions. L'Union européenne, elle, plaide pour qu'il rétablisse la confiance dans la démocratie. Un appel à la paix de Benoît XVI dans sa traditionnelle bénédiction de Noël, Urbi et Orbi à la ville et au monde. Le pape a délivré un message très politique. Il demande notamment l'arrêt du bain de sang en Syrie et condamne les attentats islamistes répétés en Afrique. Peu avant, au Nigeria, 6 chrétiens ont été abattus dans une église. Cela s'est passé au cours de la messe de minuit. Les assaillants ont ensuite mis le feu au bâtiment. Pas de revendication pour l'instant, mais l'attaque porte la marque des islamistes de Boko Haram. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas de nous reloger. Voilà le chant de Noël revisité qu'on pouvait entendre ce 25 décembre à Paris, près du ministère du Logement. Plusieurs dizaines de familles rassemblées à l'appel du DAL, l'association Droit au Logement. Son président, Jean-Baptiste Ayrault, reste déterminé. On a remis d'abord un cadeau à la ministre du Logement, mais qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, parce que nous l'avons prévenu un peu tardivement. Nous l'avons remis à pied de biche avec une clé. Voilà, c'est une manière de dire qu'il faut accélérer les réquisitions. On les attendait pour la fin de l'année. Malheureusement, elles risquent de ne pas arriver avant le mois de mars ou le mois d'avril. Nous avons été reçus au ministère par la chef du cabinet du ministre, Madame Nicoli. Elle remettra le cadeau qui a été porté par les enfants. Ce coussin sur lequel était posée une grande clé et un pied de biche sera remis, selon sa chef de cabinet, à la ministre elle-même. Voilà, alors il nous a été répondu que la ministre faisait tout son possible et que, en tout cas, elle était très déterminée à faire appliquer la loi Dallot, le droit à l'hébergement et le droit de réquisition. Donc nous, on sort avec un peu d'espoir, si vous voulez, mais en tout cas très vigilant, prêt à réagir et à trouver des solutions pour des personnes qui sont aujourd'hui en difficulté de logement. Des propos recueillis par Xavier Yvon. 2 hommes mis en examen et écroués après le meurtre d'Épernay. L'un est soupçonné d'homicide sur l'adolescent de 17 ans tué par balle dans la tête dimanche. L'autre homme serait son complice. Les circonstances du drame sont encore floues.
1 kg 300 grammes de cocaïne dans l'estomac. Un passeur de drogue a été arrêté en gare de Nice. Il était parti de Barcelone avec sa marchandise et se rendait en Italie. Plus le temps passe et plus l'inquiétude grandit pour les parents de Bruno. On est toujours sans nouvelles de ce jeune trisomique de 17 ans, disparu depuis mardi dernier dans l'Oise. Jean-Sébastien Soldani, tous les habitants du village ratissent les environs pour le retrouver. À commencer par le papa de Bruno qui semble mener ses propres recherches de son côté. Avec quelques amis, il arpente les routes de la région en voiture, mais pour l'instant, il refuse de s'exprimer. Priorité à mon fils qui devrait être en train d'ouvrir ses cadeaux de Noël, m'a-t-il dit tout à l'heure. Un papa remonté, mais qui peut compter sur l'appui des habitants du village et du maire Jean-Guy Toffé. Tout le monde est sensible de la fugue de Bruno. Il y a quand même 50 bénévoles qui aident au travers de leur disponibilité. Enfin, dans ces situations-là, il y a toujours urgence de travailler en commun pour retrouver le fugueur. Des battues ont été organisées. Le portrait de Bruno est affiché dans tous les commerces du village et des alentours. Jonathan et Isabelle tentent, eux, de le diffuser le plus largement possible. Sur Internet, j'ai vu que ça en parlait un peu, j'ai partagé sur Facebook. Ça a commencé sur les réseaux sociaux, après ça se partage vite. Mais bon, on n'a pas trop de nouvelles non plus. Quand c'est pas trop, c'est quand même inquiétant, un jeune garçon comme ça. Plus qu'inquiétant, c'est angoissant, je pense. Surtout qu'avec tous les moyens qu'il y a eu là, sur plusieurs jours, je ne sais même pas s'il y a une piste valable à suivre. Les gendarmes se renseignent auprès des chauffeurs de bus et de trains car Bruno a une excellente mémoire des trajets et aurait pu emprunter l'une des lignes qu'il avait l'habitude de prendre pour rentrer chez lui. Dans la campagne, des patrouilles à cheval ont eu lieu. Elles s'intéressent aux nombreuses granges désertes en cette saison où l'adolescent aurait pu trouver refuge. Toujours pas de traces non plus de Geneviève et Camille, deux lycéennes de Puy-en-Velay qui ont fugué il y a maintenant plus de 20 jours. Leurs parents ont adressé une lettre au procureur de la République qui lui demande de diffuser un avis de recherche nationale. Dans l'actualité également, ce message effroyable laissé par l'homme qui a tué 2 pompiers aux États-Unis. L'homme avait écrit une note où il annonçait son acte. Il explique que ce qu'il aime le plus, c'est tuer des gens. Après la fusillade lundi, l'homme de 62 ans s'est suicidé. Peut-être êtes-vous déçu des cadeaux que vous avez reçus à Noël, mais pour beaucoup, c'est l'intention qui compte. Toutefois, la pratique est de plus en plus répandue. Certains n'hésitent pas à revendre leurs cadeaux sur Internet. Pas de scrupules. Dès ce mardi, le site Price Minister a constaté un doublement des objets mis en vente. Qui sont ces revendeurs ? Ève Roger en a contacté quelques-uns pour comprendre. D'abord, il y a les pragmatiques, comme Michel. Il a hérité de 2 perceuses à Noël. Il a donc décidé d'en revendre une pour se payer une meuleuse. Et puis, il y a les très gentils, comme Jérémy. Lui a offert à sa femme un sac à main pour Noël. Mauvais choix. Immédiatement, il a mis en vente le sac sur Internet pour avoir de quoi acheter une bague. Enfin, il y a les étourdis comme Louis, 13 ans. Sur le site Le Bon Coin, cet ado a mis en vente un jeu vidéo offert par ses parents, Rayman. Le problème, c'est qu'il a laissé comme contact sur le site le numéro de téléphone familial. Et quand sa mère découvre le poteau rose, eh bien c'est l'explosion. Oh, le petit con. Louis, t'as mis Rayman à revendre sur Le Bon Coin ? Mais non. Non mais faut pas exagérer, il l'a eu hier soir. Il a même pas eu le temps de le finir, quoi. Le jeu, c'est pas possible. Ah, je te jure. C'est bien la peine de se casser la tête à essayer de trouver des trucs, à leur offrir et tout. Et puis l'autre, il va le revendre dès le lendemain. Non, c'est pas... Il va se faire engueuler quand même, hein. Faut pas exagérer, hein. Moralité, pas de gaffe, surtout avec la famille, parce que vous êtes nombreux, 52%, à envisager de revendre vos cadeaux de Noël. Ève Roger. Et on finit avec la météo, alternance de nuages et de soleil. Ce mercredi, le temps sera plus sec, mais une nouvelle perturbation arrivera par la Manche l'après-midi. De la pluie sur la Bretagne et le Cotentin. Les températures en légère baisse avec 9 à Boulogne-sur-Mer, 11 à Caen, 8 à Troyes, à Dijon ainsi qu'à Limoges, 12 à Biarritz ou encore 6 à Grenoble. C'est la fin de cette édition. Il est minuit 8. Tout de suite, vous retrouvez Sophie Peters.
8h09 sur Europe 1, la libre antenne se poursuit encore pendant une heure où on peut se laisser aller aux confidences, mais aussi celle où on peut partager ses angoisses qui se font plus vives au cœur de la nuit. Alors, si vous ressentez le besoin de partager ce que vous vivez, ce que vous éprouvez, je vous invite à composer le 3921 où vous serez accueillis ce soir par Jeanne et Paul au standard. Vous pouvez aussi réagir à tout moment par internet sur le site d'Europe 1 ou par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Et puis vous le savez, dans cette libre antenne, chacun peut appeler parce qu'il se trouve à un moment de sa vie où il se pose des questions, où il peine à trouver des réponses. Nous sommes là pour les chercher ensemble. Je compte sur vous et sur vos appels 39 21. Je vous attends. Et puis, avant d'accueillir Eulalie à l'antenne, beaucoup de messages pour vous, Blanche, qui nous racontiez la très belle histoire que vous avez vécue avec votre mari pendant 48 ans et ce deuil depuis 11 ans que vous n'arrivez pas à faire. Alors, beaucoup d'auditeurs ont réagi à votre histoire. Et puis, là, je reçois un très joli message, une phrase, de Feuille d'érable qui dit peut-être que cette histoire n'a été vécue que pour vous rendre plus forte et non pour vous anéantir. Et puis Isaac qui dit alors faut vivre et penser à soi maintenant. Et puis un autre qui nous dit le Bouddha dit ne pas pleurer sur le bonheur perdu mais se réjouir de ce qui a été. Et puis enfin Blanche, il y a Sergio qui vous conseille d'écrire peut-être et pourquoi pas cette belle histoire. Et puis pour Hélène que nous avions juste avant le journal, Hélène, vous nous parliez de votre fille et de toute une constellation familiale très mortifère. Alors, on va vous rappeler, le standard va vous rappeler, on va vous mettre en relation avec Martin qui veut bien que vous le contactiez parce qu'il travaille à l'école de Palo Alto, justement systémique. Et puis Valérie vous conseille aussi sinon un travail en constellation familiale qui pourrait vous aider, vous et votre fille. Voilà. Et Eulalie, vous êtes là ? Oui, je suis là. Oui, bonsoir Eulalie. Bonsoir, merci de prendre mon appel, ça me fait très plaisir. J'ai expliqué en effet que je me sens seule. Brièvement, mon passé, je suis veuve depuis l'âge de 44 ans, j'en ai 64 aujourd'hui. Entre-temps, j'ai rencontré un ou deux amis. Le dernier ami que j'ai rencontré pendant 10 ans a été un homme charmant. La maladie nous a séparés. C'est ainsi. Aujourd'hui, donc, je me retrouve seule. J'aimerais rencontrer quelqu'un. Je n'y arrive pas. Parce que je cherche un amour plutôt platonique. Oui. Pourquoi ? C'est très simple, par problème de santé. Oui. Alors, c'est pas évident, mais je me dis, il doit y avoir plein d'hommes qui ont des problèmes. Oui, sans doute, Eulalie. Excusez-moi de parler assez franchement. Non, mais oui, c'est la vie aussi. C'est ce que je pense. J'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un. Je ne veux surtout pas vivre avec quelqu'un, j'ai besoin de partager. Je suis une femme qui a une certaine culture, qui sort beaucoup, théâtre, cinéma, concert, enfin, X choses. Et c'est dur de ne pas partager ces choses. Je le partage avec des amis IE. J'aimerais avoir d'autres points de vue. J'aimerais savoir que quelqu'un pense à moi. J'aimerais savoir que... bien sûr. J'aimerais vibrer un peu et faire vibrer quelqu'un. Et Eulalie, vous qui sortez beaucoup, vous êtes également, j'imagine, dans des associations, dans des clubs, Très peu. Très peu. Très peu. Je fais partie d'un club de marche. Mais des personnes qui ne m'attirent pas, si vous voulez, etc. Quand je sors, c'est beaucoup plus de façon individuelle ou avec des amis femmes pour aller écouter telle personne ou tel ténor ou autre, enfin bref. Mais je rencontre très peu d'hommes. Je n'ai pas l'occasion de rencontrer, je dirais, des hommes. Mais peut-être alors à ce moment-là qu'il faut justement changer un petit peu votre... Eh bien, c'est aussi pour ça que j'appelle, pour que vous me guidiez un petit peu.
Oui. Je ne demande pas que vous passiez une annonce pour moi, surtout pas. Ah, mais il y a peut-être des auditeurs ce soir qui vont être ravis de vous entendre, Lali. Mais la Libre Antenne n'est pas un club de rencontres. Voilà. Et sans quoi je ne vous aurais pas appelé d'ailleurs, si c'était le cas. Non, c'était plus dans le fait de me guider. Je me pose des questions, je me dis, une femme qui a envie d'un amour presque platonique. Comme si ce serait pas normal, c'est ça, Eulalie? C'est pas recevable, vous pensez, votre besoin, votre demande, c'est ça? C'est plus sur ce fait c'est ce que j'entends. J'avais besoin de parler avec vous. Oui. Je pense que c'est tout à fait recevable. On peut, partager, comme vous l'avez dit très joliment d'ailleurs, partager des sorties, partager des discussions, des repas, une vie, plein de choses. Et s'il n'y a pas, quelquefois, effectivement, la sexualité, comme vous dites, pour des raisons de santé, n'est pas possible, mais pour autant, c'est pas elle qui définit toute une relation. Donc oui, votre besoin, c'est pas parce que... Vous pensez que ça peut être recevable? Oui. Bien sûr, et je suis persuadée qu'il y a des hommes pour lesquels... Qui n'empêche pas des caresses ou certaines choses, je veux dire. Mais ça n'empêche pas même de dormir l'un contre l'autre, tout simplement. Voilà. Tout à fait. Ouais. D'accord. Ouais. Et je pensais que j'étais un peu dans l'utopie. Ah, dans l'utopie. Mais moi, je pense, et vous l'avez d'ailleurs très bien dit, Lali, au tout début, en disant finalement, il y a sans doute des hommes, qui eux aussi rencontrent un problème de santé et qui les empêche d'avoir une vie sexuelle, mais pour autant, ça n'empêche pas d'avoir une vie à deux. Mais alors, est-ce qu'on se cache derrière tout ça? Vous voulez dire, est-ce que... ce qui est certain, c'est que déjà pour un homme, c'est un peu compliqué ou délicat à accepter. Mais en même temps, vous me dites, vous avez 64 ans, c'est ça, Eulalie? Oui. Donc vous êtes dans une tranche d'âge où vous pouvez rencontrer un compagnon qui serait dans le même besoin ou la même attente que la vôtre. Ah oui, mais... J'ai l'impression que moi, je suis prête à l'avouer, à le dire, du moins à éclaircir ma situation, si vous voulez. Je n'ai pas le sentiment que les hommes soient prêts, ou alors, je sais pas. Oui, parce que vous avez rencontré des hommes qui n'ont... Parce que ce que j'entends, c'est qu'un peu comme si vous aviez été rejeté. Le peu de fois que j'en rencontre, je n'ose pas. Eux me font toujours sentir que le plan sexuel est important pour eux. Ah oui, alors que... je crois que je suis une femme d'un abord agréable, physiquement pas trop mal, et j'ai l'impression que... Et ceux que vous avez rencontrés, vous leur avez dit que pour vous? Non, c'est eux qui... Je n'ai pas osé aller jusque-là parce que eux... vous avez senti facilement de sexe. Oui, mais peut-être, Lali, que vous faites des suppositions. C'est-à-dire peut-être que... Parce que vous coupez court tout de suite très vite à la relation parce que vous imaginez que vous dites compte tenu de tel et tel élément, c'est sans doute important pour lui, donc je passe mon chemin, ça va pas être possible. Peut-être qu'il faut aller jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout, c'est-à-dire le dire, à un moment donné, le dévoiler, et que les choses se fassent au sein de la rencontre. Peut-être que vous allez étonner de ce que vous allez découvrir. Bon, peut-être que votre conseil parce que peut-être que vous supposez trop, et en supposant vous vous interdisez. Vous voyez, vous faites déjà la question et la réponse en même temps dès que vous êtes en contact. Alors bien sûr vous sentez peut-être aussi d'ailleurs, et ça c'est une autre supposition. Vous savez, quand on est avec un homme, il y a des choses qui... oui, mais peut-être que vous interprétez. Ça arrive, et peut-être que vous l'interprétez d'ailleurs parce que vous ne pouvez pas lui donner ça. Donc vous estimez que ne pouvant pas donner ça, c'est ça qu'il va vouloir et que donc ça va pas marcher. Peut-être que vous fabriquez là un petit cheminement, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas tout à fait convaincue. Non? Vous pensez vraiment... Pas tout à fait convaincue. J'ai même l'impression qu'un homme qui se trouve... moi, les quelques hommes que j'ai rencontrés, parce qu'en plus, c'est vrai que je suis difficile, je quitte un certain niveau social et surtout intellectuel,
Et lorsqu'on discute au tout début, tout se passe toujours très bien, etc. Eux abordent assez rapidement ce sujet et si je leur fais sentir ou leur dis carrément que au départ je cherche plus une amitié ou quelque chose de ce genre, eh bien l'homme a tendance à plus fuir. Parce que eux me disent que, ils veulent profiter de leur dernière casse. Oui, ils vous l'ont dit comme ça. Ça a été aussi franc que ça. Oui, pratiquement, avec plus d'élégance que je ne vous le traduis. D'accord. Mais oui. Oui, parce que moi, ce que j'entends dans vos propos, c'est que vous supposez beaucoup et que vous n'allez pas jusqu'au bout pour en avoir le cœur net. Je pense qu'il y a une partie où parfois j'ai dû supposer parce que vous avez peur. Parce que j'ai peur. Oui, parce que vous avez peur. Bien sûr, ça se comprend. Peur. Mais voyez, les auditeurs là qui réagissent à votre histoire disent que non seulement vous devez persévérer dans vos recherches, dit l'un, mais Isabelle dit il suffit d'expliquer à un homme ce qu'il doit attendre et comprendre. Et puis Cathy qui dit elle dit que voilà, il faut peut-être sortir en fait et peut-être que vous allez créer quelque chose avec. Ce sont des femmes qui vous disent ça. Il n'y a pas d'avis masculin. Je ne sais pas parce qu'il y a certains SMS qui ne sont pas signés. Mais voyez quand même, en me disant ça, voyez. Non mais Eulalie, là je vous attrape en plein vol. C'est qu'en me disant ça, vous supposez, voyez, vous avez décidé. Moi, ce que j'entends, c'est que vous avez décidé que les hommes étaient ainsi et que c'était pas possible. Et d'ailleurs, vous m'appelez finalement ce soir pour me demander si votre demande ou votre besoin est recevable. Preuve que vous n'en êtes pas convaincu. Voilà, c'est vrai. Et voilà. Vous m'avez tout à fait bien perçu. Oui. Et que c'est en vous. Donc la réponse, elle est chez vous. Elle n'est pas chez un homme là. D'accord. Ok. Oui. Et je crois que j'avais vraiment besoin de l'entendre ça. Oui, parce que là, c'est vous qui fabriquez quelque chose, Eulalie. Parce que sans doute, comme vous dites, et d'ailleurs, vous avez peur et c'est bien naturel d'avoir peur. Mais la peur, du coup, il faut la lâcher, cette peur-là. Il y a quelque chose à lâcher, Eulalie. Les nouvelles, parce qu'avant, c'était pas du tout comme ça. Oui, donc, ça remet en cause votre féminité. Mais en plus, bien sûr, Eulalie, ce que vous disiez, vous dites que vous êtes encore, séduisante et ça s'entend d'ailleurs dans votre voix qu'il y a beaucoup de joie, de sensualité, de gaieté. Et sans doute qu'il y a aussi quelque chose dans votre féminité là qui est pas si simple non plus pour vous. Tout à fait. Eh bien, je crois que vous avez su tout à fait entendre ce que j'ai dit. Vous avez su me répondre. Vous m'avez mis devant une évidence. Ça me fait. Je pense que ça va me faire du bien. Je vais cogiter. Oui, cogitez bien, Eulalie. Je suis contente que vous m'ayez parce que là, je crois que j'ai reçu quelque chose que j'avais besoin d'entendre. Oui, et je vous souhaite vraiment une très très jolie rencontre ou plein de belles rencontres d'ailleurs. Merci en tous les cas. Vous êtes une très bonne psychologue. Bonsoir Eulalie. Bonsoir. Sophie Peters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Santa Baby, Kylie Minogue. Bonsoir Aline. Oui, bonsoir Sophie Peters. Je vous remercie de prendre mon appel. Voilà, j'ai expliqué au jeune homme qui m'a reçu. Oui. Je suis dans un dilemme. Oui. J'ai 72 ans. À 22 ans, j'ai quitté mon pays, l'Algérie. Je suis française au moment des événements. Oui. Avec 2 valises. Donc, on a quitté la maison familiale où je suis née. Bon, je me suis retrouvée ici, en France, sans maison, sans rien. Il a fallu galérer. Je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants. J'ai divorcé donc à 45 ans.
j'ai dû requitter une maison que nous avions achetée avec mon mari, une deuxième fois. J'ai eu 3 enfants. Sur 3 enfants, il n'y a que l'aîné, qui était le moins proche de moi, qui a 49 ans aujourd'hui, qui est resté le plus proche aujourd'hui. Les 2 plus jeunes qui ont 1 an de différence chacun, comme ils ont eu des grosses situations, qui étaient très proches de moi. J'étais la mère en or à l'époque, quand nous avions les moyens et la situation autrement. Et aujourd'hui, ils m'ont oublié. Bon, après la séparation, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Je me suis occupée de tout parce que lorsque mon mari est parti, il a oublié qu'il avait eu une femme et 3 enfants. Donc, il n'a plus jamais revu personne. Ouais, c'est depuis 30 ans. Des choses qui arrivent. Ouais. Voilà. Mais c'est pas grave, j'étais là. Donc, j'ai pris un logement en immeuble. Ça a changé, bien sûr. Être en bordure d'une forêt et habiter en immeuble ensuite, ça fait une différence. Mais il n'y a que l'aîné qui est resté proche de moi. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai tout installé. Je suis très bricoleuse. J'ai travaillé, malgré ça. Je me suis toujours occupée d'eux, puisque mon mari était ingénieur et était parti 12 mois de l'année, enfin 11 jours sur 12. Donc, je me suis occupée de tout. Je suis très bricoleuse. J'ai refait mon appartement à neuf. Ça fait la 3e fois depuis 30 ans. Bon. Et aujourd'hui, mon fils est retourné vivre dans le Midi, d'où mon ex-mari est originaire, puisqu'il est toujours en vie. Et c'est la région PACA. C'est une région que je déteste parce que j'ai beaucoup de souvenirs et... Bon. Voilà. Et aujourd'hui, mon fils, j'étais très malade ces derniers temps. J'ai 72 ans. Et jusqu'à maintenant, je me suis toujours débrouillée seule. L'ennui dans ma famille, c'est que lorsqu'on est divorcé, il ne faut pas rester seule parce qu'une femme seule, ça n'existe pas. C'est rien du tout. Bon, moi, je n'ai pas voulu me remarier. J'aimais mon mari. Je suis très indépendante, très autonome. J'ai mené ma vie. J'ai mené tous les ennuis. J'en ai souffert. Enfin, j'ai tout mené de front. Seulement aujourd'hui, j'ai eu des ennuis de santé et je me retrouve toute seule dans la région parisienne. Et mon fils aîné voudrait que je me rapproche de lui. Oui, donc dans la région PACA. Voilà. Seulement, voilà, c'est un tout petit... Moi, j'ai toujours été habituée en ville. Malgré que nous habitions une villa en Algérie, j'ai toujours voulu rêver d'habiter en immeuble. Chose que je fais aujourd'hui. Bon, j'ai des ennuis de santé, j'ai été opérée dernièrement, ma famille, pour eux, je n'existe pas, ni pour mes enfants. Et vous avez plus de contact avec les 2 autres enfants? Enfin, Ah non, ils m'ont abandonnée une fois qu'ils ont tout eu. Mais l'aîné est toujours en contact. Enfin, c'est des filles, des garçons? Un garçon et une fille, la dernière. Et l'aîné est en contact avec son frère et sa sœur? Non, ils ont abandonné l'aîné aussi parce que ils n'ont pas la même situation. Les 2 petits sont dans le privé avec des très très grosses situations. Et l'aîné a une bonne situation, mais moins importante. Donc, d'accord. Bon, c'est pas fréquentable, quoi. Voilà. Ouais, je veux dire. Donc, malgré ça, j'étais la mère en or, la maman, tout ce qui s'ensuit. Mais lorsqu'ils ont tout eu, ils ont oublié que j'ai existé. Bon, c'est pas grave. Donc, mon fils aîné voudrait que je me rapproche de lui. Seulement, l'ennui, c'est que voilà, j'ai connu un départ avec 2 valises à 22 ans. À 45 ans, réunion de maison, Et aujourd'hui, je me suis installée complètement, puisque j'ai refait pour la 3e fois, malgré un infarctus et des opérations, j'ai refait mon appartement entièrement. Et vous avez une vie sociale où vous êtes des amis, vous êtes entourés J'ai des bons voisins. Malgré ça, j'ai une sœur qui est pas loin, mais comme elle a son mari, donc je n'existe plus pour elle parce que je ne suis pas remariée. Je conduis. Je suis la seule femme de ma famille à conduire. Je suis la seule je suis la dernière d'une famille, puisque je suis la plus jeune, malgré mon âge. Mais donc vous avez encore de la famille autour de vous? Non.
Non. Non. Aussi, j'ai une sœur qui est pas loin, mais bon, vu qu'elle ne conduit pas, c'est ménage et cuisine. Une femme doit être tenue qu'à ça. Je suis très indépendante, je bricole, je conduis, je fais mes courses, tout ça. Seulement l'ennui, quand j'ai un ennui de santé, je me retrouve toute seule. Ouais. Alors, j'ai eu de bons voisins qui sont et Aline, pour trancher et donc de bons voisins, donc vous avez quand même, parce que si vous avez de nouveau des ennuis de santé, est-ce que même si votre sœur ne conduit pas, mais je sais pas, vos voisins, des amis, est-ce que vous avez le sentiment d'être bien entouré? Oui. J'ai 2 bonnes voisines qui ont été vraiment très sympas parce qu'elles ont vu que je n'ai pas pu sortir au moment de Noël. Je fais toujours mes petites courses pour moi. Oui. Et là, elles ont vu que j'ai été opérée la semaine dernière. Elles ont compris que je n'avais pas pu conduire parce que je pouvais pas sortir pour pas prendre froid ni rien, tout ce qui s'ensuit. Elles sont venues me porter des petites choses, quoi. Je veux dire. Donc vous ne sentez pas seule. J'ai toujours remercié même comme elle me dit, exagérément même les services qu'elle me rendait. Mais j'estime que lorsqu'on me rend service, je dois le rendre d'une autre façon. En plus de ça, j'ai des petits chats. Oui. J'ai 3 petits chats que j'ai récupérés de ma petite fille. Bon. Alors, j'ai peur qu'en déménageant, d'abord, je déteste le midi. Oui. Parce que mes 2 garçons sont nés là-bas. Oui. J'ai vécu dans un petit village où c'est plutôt chacun, disons, tout le monde vit chez tout le monde. Tout se dit tout est connu dans le village. C'est pour ça qu'avec mon mari, nous étions partis dans le nord de la France à l'époque. Je déteste la vie de village. Je déteste le soleil, malgré que je sois née de l'autre côté de la Méditerranée. Oui. J'adore la pluie. Et là où se trouve mon fils, il fait 40 degrés tout l'été. Oui. Alors, je suis en train de me demander, est-ce que je fais... En plus de ça, j'ai un logement social que j'occupe depuis 30 ans, depuis mon divorce. Oui. Et là-bas, j'ai la possibilité, mon fils m'a trouvé une location, mais c'est des particuliers. Oui. Et j'ai peur, vous savez, les particuliers, lorsqu'ils veulent vendre une location, où vous achetez, ça vous où inquiète. vous déguerpissez. Oui. On l'a connu avec mon mari lorsque nous sommes revenus sur la région parisienne, nous étions encore mariés. Mais Aline, en fait, quand je vous écoute, parce que vous avez commencé votre histoire en disant je suis dans un dilemme, le dilemme, j'ai le sentiment qu'il est tranché, c'est que vous ne voulez pas aller dans le Midi. Alors est-ce que le dilemme, c'est pas plutôt que c'est compliqué d'expliquer, de dire tout ça à votre fils et peut-être même de le décevoir? Voilà, il est très déçu. Oui. Parce qu'il se fait beaucoup de soucis quand là j'ai été opérée. Il comprend pas finalement pourquoi vous lui dites non. Et voilà. Voilà. Et c'est ça le dilemme pour vous, c'est que vous dites est-ce que je dois lui faire plaisir finalement et y aller alors que ça ne me fait pas plaisir à moi. Pas du tout. En plus de ça, je n'aime pas la région PACA parce que j'ai trop de... Tous les coins là-bas me rappellent les souvenirs que nous avions passés pendant 30 ans de mariage. Aline, tout ce que vous me racontez là et la façon dont vous me le dites, qui est très clair. Oui. Il veut pas l'entendre. Alors il me dit que je suis très têtue. Oui. Mais je pense qu'il a de qui tirer. Oui. Et c'est vrai que sa femme est dans C'est pas que vous êtes têtue, c'est que vous savez très bien ce que vous voulez. Voilà, je ne voudrais pas quitter. Et puis en plus de ça... Et qu'il a du mal à entendre et respecter ce que vous voulez parce que lui, il veut autre chose. Oui. Seulement l'ennui, c'est que lorsque je lui dis, bon, si je viens à décéder... il faudra quand même que tu fasses quelque chose. Ne me parle pas de ça, je ne veux pas entendre parler de ça, comme si ça devait jamais m'arriver. Non, mais vous savez, Aline, ça, il saura faire et il fera. Mais est-ce que lui, par contre, il vient régulièrement vous voir et lui, peut-être, ça l'ennuie, il a du mal à venir vous voir ou c'est compliqué, je sais pas, financièrement, il était avant dans la région parisienne, je l'ai aidé à monter. On était dans l'administration, donc quand il a voulu une mutation sur Paris, j'ai pu l'aider à monter, vu que j'étais bien placée, tout ce qu'on fit. Et là, il est redescendu parce que sa fille, il est divorcé, sa fille
et dans le Luberon. Et dans le Luberon, donc pour se rapprocher de sa Alors fille. bon, c'est normal qu'il soit descendu. Mais moi, j'ai tout installé ici. J'ai vraiment et puis en plus de ça, j'ai 4 étages à monter, c'est vrai. Mais comme le cardiologue m'a dit, du moment que je monte marche par marche tranquille, je n'ai pas de souci à me faire. Je ne monte plus comme il y a 20 ans ou 30 ans. Je ne monte plus 2 par 2. Oui, je comprends. Mais disons que c'est vrai que ça me fatigue. Je reconnais que les courses me fatiguent, mais comme j'ai conduit, je les fais assez souvent. Et c'est surtout une chose qui me tracasse, c'est que là-bas, c'est au premier étage, avec une grande terrasse devant, et j'aurais peur de perdre mes chats, voilà. Oui, en fait, vous expliquez très bien, Eulalie, tout le. En fait, c'est plutôt le lien, enfin, avec votre fils qui est un vrai dilemme, parce que en plus, comme vous n'avez plus de lien avec vos 2 autres enfants, ce lien-là est très précieux. Et j'imagine que vous avez peur, en prenant une décision qui va contre lui. Est-ce que vous n'avez pas peur en tout cas, d'abîmer le lien ou de le perdre? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Il a l'air vexé parce qu'il a l'air de dire que. Il m'a dit, tu me fais de la peine. Parce que quand il était à Paris, si je n'allais pas le voir tous les jours, il venait à la maison aussitôt. On n'était pas loin, on était à 10 kilomètres. Vous voyez? Et j'ai peur que dans le midi, maintenant, moi, j'ai besoin de tranquillité, il ne sait pas vivre seul. Tandis que moi, j'ai besoin de tranquillité, d'être seule. J'ai tricoté et j'ai donc lui en fait, il vous veut près de lui, en fait. Il vous veut près de lui. Voilà. Pour lui, finalement, presque plus pour son besoin que pour le vôtre. Presque. Je pense. Oui, c'est ce que je comprends là. Je pense, oui. Je crois que Lalie, non, c'est important que vous teniez bon dans ce qui est important pour parce vous. En plus, j'ai un logement de fonction, un logement de fonction et un logement social. Alors bien sûr, je paye moins cher de loyer que si je prenais un plus petit aujourd'hui dans le même immeuble, sans balcon, sans rien, je paierais le double. Parce qu'ils refont certaines pièces, ils changent certaines pièces comme la baignoire, lavabo, machin. Mais tout ça, je l'ai fait moi-même. Oui, mais vous savez, Lalie, je crois que ce qui paraît important là dans la situation, c'est effectivement de garder votre décision, de la conserver, mais en revanche, c'est important de bien communiquer avec votre fils, même si vous devez jouer un peu au disque rayé, vous savez, à répéter vos arguments. Il me dit, je veux plus te parler parce que tu me répètes toujours pareil. Et il dit qu'il veut plus vous parler? Je suis à 2 kilomètres des hôpitaux. Je suis dans une grande petite attendez, ville. Lalie, il a dit qu'il voulait plus vous parler? Non. Il m'a dit ça me fatigue parce que tu me répètes toujours la même chose. Et peut-être que vous pouvez lui dire je te répète toujours la même chose parce que j'ai le sentiment que tu n'entends pas ce que je te dis. Mais voilà, il est très têtu. Mais dites-lui, vous savez, c'est un principe qu'on appelle de communication non violente. C'est toujours parler à l'autre en disant je et pas tu. C'est pas de lui dire tu n'entends pas ce que je te dis, c'est dire j'ai le sentiment que pourquoi je répète toujours en boucle mes arguments, c'est parce que j'ai le sentiment de ne pas être entendu. Et parlez-lui de vous. Pour que petit à petit, il s'habitue en disant moi je t'aime, je suis heureuse de te voir, heureuse qu'on soit en lien, ça me fait plaisir que voilà. Tu es une mère comme on n'en fait plus aujourd'hui. Il le sait très bien, mes autres enfants me l'ont toujours dit. Mais bon, eux l'ont oublié, c'est pas grave. Ce qui est important. En plus de ça, ici, j'ai des hôpitaux à 2 kilomètres de chez moi. J'ai tous les médecins, j'ai la grande médiathèque, une cinémathèque. Alors que là-bas, c'est un petit village qui est à 30 kilomètres d'une ville. Lalie, vous avez cerné très vite, vous voyez, votre décision. Il y a Miette qui dit mieux vaut rester dans un environnement vivant et familier pour vous. Voilà. Mais Lalie, par contre, prenez bien soin de la communication avec votre fils. C'est ça qui est important là. Moi, j'adore mon fils. En plus, c'est mon premier fils. Et quand j'ai quitté, avant de quitter l'Algérie, vous voyez, j'ai eu un gros problème, c'est-à-dire je travaillais dans une administration
Et le 5 juillet 62, il y a eu la guerre civile à Oran. Ouais. Et en partant de la préfecture, puisque Ben Bella devait venir visiter, on nous a fait partir, les Français. On nous a dit rentrez chez vous. Et c'est le FLN qui m'a attrapé. Ouais. Ils m'ont reconduit chez moi. Ouais. Parce que dans la voiture, c'était 4 chevaux à l'époque. J'ai été attrapée, ils m'ont mis la mitraillette sur le cou. J'ai bien sûr, à 20 ans, ça fait peur. Enfin, la seule chose que j'ai dit, écoutez, je suis fiancée avec un métropolitain. Je dois me marier. Je dois rentrer en France. Et je ne veux pas mourir sans avoir d'enfant. Et quand j'ai eu... on est rentré en France 6 mois après, puisqu'ils m'ont reconduit chez moi. Parce que nous sommes nés là-bas. Mon père est né là-bas. Tout ça, mes parents aussi, mes grands-parents. On venait d'un village qui est très connu en France, où il y a un film très important qui a été tourné d'ailleurs. Et je lui ai dit, je ne veux pas mourir sans avoir d'enfant. Il m'a dit, ne t'en fais pas, parce que bon, le tutoiement, c'était facile. J'ai dit, écoutez, mon père est né ici, il était né en 1900, il parle très bien l'arabe, on a toujours été amis. Il m'a dit, ne t'en fais pas, tu rentreras vivante chez toi. Et il m'a ramenée chez moi. Et quand mon fils est né, un an et demi après, puisque je suis rentrée en France, ça a été, disons... vous voyez, il me le rend aujourd'hui. Oui, j'entends. C'est une belle histoire, Lali. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça que je veux pas... je dirais pas c'est mon préféré, parce que quand j'ai eu ma fille, la 3e, je pensais jamais avoir de fille. Quand ça a été ma fille, ça a été un petit ange qui est arrivé pour moi. Malgré qu'aujourd'hui, elle a oublié, mais c'est pas grave. Mais mon fils aîné, c'est resté... Oui, c'est resté important. Voilà. Eulalie, écoutez, prenez bien soin de la communication et du lien avec lui, mais gardez bien au chaud votre décision, parce qu'elle est bien là, votre décision. Donc le dilemme, il n'est pas sur votre décision et votre choix. Votre choix est tout à fait clair et très argumenté. Par contre, effectivement, maintenant, il faut que vous arriviez à bien le communiquer à votre fils, et je vous souhaite beaucoup de courage. Eh bien, je vous remercie, Sophie Peter. Merci à vous. J'apprécie quand vous êtes là. Merci, Eulalie. Bonne nuit. Bonne soirée à vous. Merci, Sophie. Au revoir. Au revoir. 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir, Sonia. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, donc en fait, je voulais parler un petit peu de mon cas. Là, je suis à l'antenne. Oui, bien sûr, on vous entend. Voilà. Donc, j'ai 35 ans et j'ai un enfant de 2 ans. Oui. Et depuis que j'ai mon enfant, en fait, j'ai tous les mauvais souvenirs de mon enfance, en fait, qui ressurgissent comme ça, comme des flashbacks. Plutôt assez difficile. Oui. Et j'essaie de faire le nécessaire quand même, de ne pas y penser. Mais c'est des choses, en fait... je revis certaines situations. Oui, c'est normal. Aussi bien la journée que... j'ai l'impression de rêver debout, quoi. Oui. Et en fait, vous refaites un trajet, Sonia. Vous refaites le trajet de votre propre enfance. Et oui, parce qu'en fait, quand on a un enfant, quand on donne naissance à un enfant, enfin d'ailleurs qu'on soit père ou mère, on revit sa propre enfance à travers son enfant. Vous voyez, on repasse des étapes. Et donc, sa propre enfance, sa propre histoire revient. Elle revient comme une mémoire familière, comme quelque chose d'ancré. Mais également dans notre corps, hein, elle revient comme un ancrage. Et donc, c'est sans doute ça qui se passe aujourd'hui pour vous. Alors, c'est plus ou moins fort selon les individus, mais c'est d'autant plus fort que l'enfance a pu être douloureuse ou problématique pour vous. Bon, disons que, je suis plus du tout en contact avec mes parents. Donc, ça va faire quand même pas mal d'années. Ouais. Par rapport à mon père, ça a été, c'était plutôt un homme violent. En fait, j'ai pas une bonne image pas une bonne image de mes parents. Ah. Donc compliqué pour vous construire votre propre image de mère. Très compliqué. Voilà, c'est ça en fait. Parce que j'ai réussi quand même à m'éloigner en fait
de ces deux personnes. Ça, c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais en fait, je ressens aucun amour par rapport à eux. Oui, parce qu'ils vous en ont pas donné? Non, ils m'en ont pas donné, et puis ils m'ont pas appris non plus à en recevoir. Oui. Et c'est pour ça que je m'en suis éloignée dès que j'ai pu. Bon, mon père est parti parce que bon, voilà. Et j'ai grandi avec ma mère, et ma mère, ça a été, elle m'a toujours, en fait, elle a réussi à me détruire. En me disant que bon, voilà, qu'elle a jamais voulu de moi, que j'étais pas quelqu'un de bien, donc je m'en suis éloignée. J'ai quand même réussi à me construire. Oui, donc elle a pas réussi à vous détruire. Vous avez dit elle a réussi à me détruire, non, elle a pas réussi à vous détruire. Elle a détruit quelque chose en vous, vous voyez, mais elle vous a pas détruite. Ouais, c'est pas la même chose. Quand je dis qu'elle m'a détruit, c'est oui. C'est à titre personnel, parce que en fait, j'ai jamais réussi à construire une vraie relation. J'ai jamais réussi en fait à y voir une histoire longue. Aujourd'hui, vous élevez votre enfant de 2 ans toute seule, Sonia? Oui, parce qu'en plus, en fait, j'ai toujours peur de l'abandon, et le père de mon fils m'a abandonnée. Ouais, malheureusement, quand on a peur de l'abandon, on s'arrange pour être abandonné. C'est vrai. Oui. Mais, bon, vous êtes suivie, Sonia? Vous voyez un thérapeute ou quelqu'un? En fait, j'ai toujours voulu. Oui. Mais quand il faut prendre rendez-vous, j'ai l'impression que... c'est difficile. Bah ouais, c'est difficile. Ouais. Qu'est-ce qui est difficile d'ailleurs? Je me dis que... Ouais. C'est bizarre parce que je me dis que j'ai les réponses. Oui. Ah. Et je suis plutôt quelqu'un de fort. Oui. Et c'est vrai que si je... Vous avez peur que ça vous fragilise, Sonia? Vous avez peur que ça ouvre un peu la boîte de Pandore, enfin que ça ressasse tout ça et que finalement ce soit plus difficile pour vous que de gérer en force. C'est ça? Oui, parce qu'en fait, j'arrive pas à parler de tout ça sans pleurer. Oui. Malgré toutes ces années. C'est normal, Sonia, ça. Et le problème, c'est que par rapport à mon fils, comme je le disais au standard, je l'ai rejeté. J'ai pas réussi. J'arrivais pas à comprendre, en fait. Oui. Et j'ai mis plusieurs mois avant de prendre conscience que c'était mon fils, et que maintenant j'essaie de lui dire tous les jours je t'aime, parce que c'est quelque chose que je ressens. Oui, mais c'est lui qui va faire de vous une mère, Sonia. Faites-lui confiance, vous savez, ça s'apprend pas. Je veux dire, ça n'est pas donné, ça s'apprend, pardon. Mais on l'apprend pas, on l'apprend dans la vie à être un papa ou une maman. Et souvent, les meilleurs enseignants, ce sont nos enfants eux-mêmes qui nous enseignent notre métier de parent, en fait, parce que c'est eux qui nous confrontent, qui nous renvoient, et en fait, c'est important. Votre fils est important pour vous aider à devenir mère. Alors en même temps, il peut pas vous porter. Et ça, c'est l'autre sujet. L'autre sujet, c'est que il ne peut pas porter votre propre enfance, votre propre douleur. Et lui, il va falloir qu'il n'ait pas à la porter, parce que ça va lui compliquer son chemin. Donc c'est important pour vous là de même si j'entends bien que le premier pas de décrocher son téléphone, de prendre un rendez-vous avec un thérapeute est compliqué, mais faites-le pour lui dans le sens où un peu comme une aventure qui vous aiderait à devenir maman. Vous voyez, comme la vie qui vous propose à travers cet enfant qui est là maintenant dans votre vie, l'aventure d'aller, voyez, vous réparer. Vous savez, il y a cette histoire de résilience qui est importante dans les vies traumatisées et dans tout le trauma. Et peut-être que cet enfant, il est pour vous une occasion d'entrer en résilience, de vous réparer. Mais c'est un long chemin. C'est vrai, parce que il y a beaucoup de choses personnelles dont je ne parle pas. Oui. Et souvent, mon entourage me dit que, d'après leur terme, que je suis quelqu'un de bizarre, d'assez froide, que je change, en fait, En fait, que les traits de mon visage changent comme ça d'un seul coup. Mais c'est juste parce qu'il y a des moments où il y a des choses auxquelles je pense, par exemple, il y a une odeur qui va me faire rappeler quelque chose. Ah oui, et l'émotion arrive automatiquement. Voilà, c'est ça. Et j'ose pas en parler. Oui, oui, bien sûr. Et c'est vrai que j'accepte plus facilement qu'on me dise que je suis quelqu'un de bizarre, de lunatique.
Alors que moi-même, j'ai la réponse, je sais très bien pourquoi... Oui, mais ça, c'est pas mal parce que Sonia, vous protégez. Vous savez que si vous exprimez ce qui se passe au moment où ça se passe, vous allez être embarqué dans quelque chose de difficile pour vous, face à quelqu'un qui ne vous connaît pas votre histoire, vous voyez. Donc, c'est une protection. Et sans doute, en plus, comme vous n'avez pas été très rassuré, vous voyez très en confiance dans votre enfance, c'est très compliqué d'être en confiance avec l'autre. Là aussi, il y a un apprentissage de la confiance. Parce que, quelque part, il y a comme une trahison de la confiance qu'a un tout petit dans ses parents, que vous avez mis et que vous n'avez pas reçu. Donc en fait, c'est un peu comme si vous aviez plein de choses très essentielles finalement à apprendre aujourd'hui, à vous réapproprier, que votre enfant peut être une belle occasion et important dans votre vie à ce titre-là. Il peut être une aide pas au sens propre du terme, mais une aide symbolique, plutôt. Et effectivement, ça me paraît vraiment important pour vous que vous alliez consulter, parce que ça va vous faire du bien, même si vous pensez que oui, ça peut être difficile, mais au moins vous aurez un endroit pour pleurer, vous voyez Sonia. Et il y aura quelqu'un qui sera là, à côté de vous, en face de vous, enfin, et qui sera là. Bon, le but, c'est pas de pleurer non plus, c'est de réussir à en parler. Ben oui, mais le but, c'est aussi de pleurer, Sonia, dans votre cas. Parce qu'il y a une petite fille qui a besoin de pleurer là. Donc le but, c'est pas seulement d'en parler, c'est aussi de pleurer, parce que une douleur, c'est une vallée de larmes, ça se traverse. Et quand les larmes ne sont pas là, on passe en force. Et je sens d'ailleurs dans votre voix que vous avez beaucoup de force, mais on est très humain dans la fragilité. On a quelque chose à en faire, et vous avez une belle fragilité. Vous avez une histoire qui vous a rendu fragile, et vous pouvez en faire une force. Et la chose auquel je m'attends, c'est que les enfants arrivent à un certain âge, ils aiment bien poser des questions, de savoir qui sont leurs grands-parents. Oui. Et aujourd'hui, j'en parle, j'en pleure, et c'est vrai que je suis pas fière. En fait, j'ai honte de mon histoire. Ah oui. Et honte face à votre fils. Voilà, c'est ça. Ouais. J'ai peur qu'en fait. Qu'il m'abandonne d'une certaine manière, qui vous rejette. Pas la chose que les autres enfants. Qui vous rejette. Comme moi, j'ai pu ressentir quand j'étais plus jeune. Oui. Sonia, vous voyez, c'est très important là ce que vous venez de dire, parce que cette honte, là, cet enfant, votre fils, il a trop de choses à porter. Il y a trop de choses sur son chemin devant lui par rapport à vous. Donc c'est important que vous le libériez. Vous allez vous libérer vous, et en vous libérant vous allez le libérer lui de tout ça. Parce que là, et en même temps, vous voyez tout ce que vous me décrivez là, tous vos ressentis, toute votre angoisse, elle est juste. Vous voyez, elle est juste. Elle est juste, mais elle a besoin de s'épancher, il faut que vous en fassiez quelque chose de votre histoire. Sinon vous allez, vous voyez, c'est un peu comme si vous la jetiez presque à la figure, ou qu'elle soit comme ça à votre fils, un peu comme un ballon. Vous allez faire la passe à votre fils, qui lui est trop petit, il va recevoir ce ballon, mais j'en fais quoi, maman ? Je vais pas savoir quoi en faire, maman. Mais moi, mon but, c'est quand même de faire quelqu'un d'épanoui. Je veux pas faire une personne fragile comme... Mais vous ferez, c'est pas vous qui allez le faire, il va se faire. Vous voyez, là, vous pouvez lui faire confiance, et il a une maman comme vous qui est très sensible de son rôle de maman quand je vous entends. Donc vous n'êtes déjà pas la mère que vous avez eue. Vous êtes déjà en chemin pour changer les choses. Sinon, vous m'auriez pas appelé ce soir. Vous êtes déjà dans un chemin. Déjà, vous êtes en questionnement. Déjà, vous êtes en conscience sur votre vécu. Et déjà, votre enfant pose une question à vous de ma vie de femme et de mère. C'est énorme. Oui, parce que la pression aussi, c'est vrai que c'est pas évident d'être une mère célibataire, Non. Mais c'est vrai que le regard des gens et les questionnements des gens, c'est même pas des questionnements. Oui. C'est vraiment des critiques qui sont quand même assez dures. En même temps, il y en a de plus en... malheureusement d'ailleurs, mais beaucoup aujourd'hui. Dans la société d'aujourd'hui, c'est plus recevable, on va dire, qu'il y a une génération. Oui, mais c'est pas quelque chose de choisi. Je veux dire, il n'y a aucune mère qui souhaite je suis d'accord, être dans cette Sonia. situation. Bien sûr, Sonia. Mais c'est vrai que
Enfin, quand on pose la question, qu'est-ce que tu veux, je sais jamais ce que je veux, mais en tout cas, je sais ce que je ne veux pas. Et c'est vrai que là, en ce moment, je me focalise... c'est vrai que je me focalise beaucoup sur mon fils. Oui. Et que je reçois des critiques en disant, non, il faut que tu fasses quand même ta vie à toi. Ton fils va grandir, mais c'est vrai que je peux pas, je me réveille le matin, je pense à lui, le soir, je pense à lui. Il a 2 ans, c'est normal, Sonia. Ce qu'on vous dit autour de vous, c'est que vous êtes trop focalisé sur un enfant qui a 2 ans. Mais 2 ans, il a besoin que sa maman soit focalisée sur lui. Alors après, je ne sais pas de quelle façon vous l'êtes. C'est autre chose. Voyez, mais de penser à son enfant au réveil quand il a 2 ans, oui. Oui, ça me semble assez juste. Peut-être aussi que vous êtes perdu parce que vous n'avez pas, et vous l'avez d'ailleurs très joliment dit tout à l'heure, vous n'avez pas de repère en tant que mère. Vous voyez, vous n'avez pas le repère de la mère bonne. Alors vous savez, c'est un grand psychiatre pour enfants qui a beaucoup écrit sur ce sujet et ses recherches sont très importantes en psychiatrie, dans la relation mère-enfant, c'est Winnicott. Et Winnicott parlait d'une mère suffisamment bonne. D'être une mère suffisamment bonne, c'est-à-dire que c'est ce qui suffit à l'enfant pour qu'il aille bien. Après, il y a l'enfant il y a une confiance qui se crée. Et faites-lui aussi confiance parce que lui, il va aller chercher chez vous ce dont il a besoin. Il sait, lui, ce dont il a besoin chez vous et il va savoir le trouver. Par contre, votre inquiétude quant à lui par rapport à votre histoire est légitime et ce que je trouve, vous voyez, très, très constructif là pour vous, c'est l'interrogation que vous avez aujourd'hui de dire mais quelle mère je peux être ou j'ai le droit d'être compte tenu de mon histoire. Vous voyez quand vous parlez de honte. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, ça déjà, c'est le début d'une question essentielle dans votre chemin de vie. Et ça, il faut absolument que vous vous posiez pour travailler autour de ça. Il y a Feuille d'érable qui dit « Une thérapie n'est pas toujours simple, mais si vous saviez à quel point cela peut donner un sentiment de liberté et de bien-être, le jeu en vaut la chandelle. » J'aime bien cette notion de liberté, oui. Oui, il y a vraiment ça, il y a vraiment de ça, c'est-à-dire de liberté au sens être libéré. Et vous, il va falloir vous libérer de votre histoire et libérer votre fils. C'est les deux que vous allez libérer en même temps. C'est vrai. Donc je comprends encore une fois que ce soit difficile, mais voilà, n'ayez pas peur de la fragilité que vous allez trouver chez vous, parce qu'elle va être un chemin vers votre force. Et comme aujourd'hui vous portez un peu votre monde, en tout cas le fils, sur vos épaules, et sûrement en vrai d'ailleurs, pour de vrai, un enfant de 2 ans, et vous pensez que vous allez vous écrouler si vous ouvrez un peu votre cœur, mais au contraire ça va vous apaiser. C'est trop lourd là pour vous, surtout toute seule, surtout qu'il n'y a pas de papa. D'accord, très bien. Prenez bien soin de vous, Sonia. Merci de nous avoir appelés. Merci à vous. Et puis je vous souhaite de démarrer 2013 apaisé et de prendre bien soin de vous pour cette nouvelle année. Merci beaucoup. Bon courage, Sonia. Bonsoir. Au revoir. Eh bien, bonne nuit à tous. On se retrouve demain 22h30 le standard. Enfin aujourd'hui, il est 1h du matin.